On refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur la plupart des portails de partage de vidéos, sur Clubic, sur le CD-ROM du magazine iCreate, sur l'application iPhone, On refait le Mac, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, on va parler d'iOS 5. Tout de suite, c'est le sommaire. Cette semaine, On refait le Mac s'intéresse à iOS 5. Depuis son lancement par Steve Jobs lors de la WWDC, on en sait un peu plus sur le prochain système d'exploitation qui équipera l'iPhone et l'iPad. La version bêta tourne déjà sur nos iPhones depuis 3 semaines et une première évolution est d'ores et déjà à la disposition des développeurs. Quelles sont les avancées les plus intéressantes d'iOS 5 ? Peut-on encore espérer des surprises ? Quels sont les principaux défauts à corriger ? On refait le Mac, épisode 68, à la découverte d'iOS 5. Avec comme invité cette semaine, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, comment ça va ? Très bien. Qu'est-ce que tu as fait de ta semaine, toi ? Tu as travaillé en fait. Oui, quand même. Eh ben voilà, moi aussi, mais j'ai travaillé à Cannes, donc tout à coup c'est très différent. Un scandale, hein ? Bah oui. Bon, au soleil. Bon, on va bientôt y aller au soleil, on va se rattraper. Autre invité que vous connaissez dans On refait le Mac, c'est Rodrigo. C'est Pouvelda Schulz, blogueur, investisseur, entrepreneur. Comment ça va, Rodrigo ? Un petit peu fatigué parce que je me suis levé très très tôt ce matin. J'étais à Londres avec Eric Schmidt qui nous a fait l'article de Android Ice Cream. Alors je me souviens jamais, sandwich, cookie, machin, truc. Oui, sandwich. Ice Cream Sandwich, la nouvelle système d'exploitation d'Android qui va fusionner celui de la tablette et celui du téléphone. Et je viens de rentrer et je suis passé dîner juste avant avec des amis très vite. Un petit peu de pinot noir, un petit peu de coteau du Léon, voilà quoi. C'est à la fois du carburant pour On refait le Mac et des éléments pour comparer à iOS 5, dont on va parler ce soir. Monsieur Michel Courtois fait des choses excellentes depuis l'Écosse qui fait vieillir en Bourgogne, voilà, ça me fait tourner. Bien. Ouais, j'ai vu cette photo, ça a l'air sympa. Celui qui vient de parler, c'est Alexandre Lenoir, qui est journaliste au magazine iCreate. Bonjour Alexandre. Salut Olivier, je t'offre une première ce soir, ton premier refait le Mac sous la gun, j'espère que ça va pas planter. Tu prends des risques. Oh la vache. Tu prends des risques. Non, avec la bêta. on peut peut-être abandonner tout de suite. Dernier invité, mais il n'a pas une machine assez puissante pour Lion. Non, je plaisante, j'allais dire son nom, c'est Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, moi je voulais enregistrer ce soir avec FaceTime depuis iOS 5, mais j'ai pas trouvé FaceTime, donc je reste sur Skype. Bon, on va parler ce soir, on va surtout parler d'iOS 5 qui est à la conférence des développeurs Apple à San Francisco. Alors il s'est passé beaucoup de choses depuis puisque la bêta est arrivée. Alexandre, tu l'as installé sur ton iPhone, tu as pris des risques. Et puis entre temps il y a une deuxième version de la bêta qui est arrivée. Que j'ai aussi installé. Donc, on en sait un peu plus sur les avancées réelles d'iOS 5 et ce qui pourrait arriver, on l'espère, d'ici l'automne, ou peut-être un petit peu avant, on va voir. Dans nos iPhones ou dans le prochain iPhone. Alors la partie la plus visible de l'iceberg, Alexandre, c'est le centre de notification. Alors ce qu'on va essayer de faire avant d'entrer dans le débat, c'est essayer de comparer ce qui existe aujourd'hui avec iOS 5 dans le reste du monde, dans les autres standards, que ce soit Android ou Windows. Donc je parlais des centres de notification. Donc c'est la partie la plus visible de l'iceberg aujourd'hui, Alexandre. Ouais, c'est même tellement visible que pour tout te dire, j'utilisais pas les notifications avant iOS 5 et maintenant je trouve ça assez marrant, c'est plutôt bien fait. Elles sont hiérarchisées, elles arrivent de plusieurs façons différentes et j'avoue que j'y prends goût, c'était vraiment pas le cas avant. Il n'y avait pas de hiérarchisation des... Voilà, on pouvait se retrouver, si on était abonné à beaucoup de services, on pouvait se retrouver avec plusieurs pastilles de notifications les unes sur les autres, c'était assez imbitable. Maintenant c'est complètement différent, vous voyez là je viens de recevoir le Twitter de Rodrigo, les notifications apparaissent sur je sais pas si on voit quelque chose, voilà, sur le lock screen de façon hiérarchique et si je déverrouille, maintenant voilà, là j'ai un mail d'Olivier Frigara, si je déplie comme ça, voilà, j'ai mes notifications qui arrivent. Voilà.
Ah, c'est sublime. Le geste, justement, on le connaît, ce système qui permet ce petit rideau que l'on descend ou que l'on monte, c'est quelque chose qui est déjà connu, Cédric, toi qui es passé du côté obscur, dis-le, avoue-le, saligo. Ah, tu veux dire voilà. ce côté obscur-là celui des téléphones de grande personne. Tu fais exactement la même chose. Ah bah oui, parce que si je dis pas ça, je fais pas le job. Oui, alors ça, ces notifications-là, c'est-à-dire le principe de faire baisser une barre de notifications qui vous donne quelques indications en haut et de détailler le menu de vos notifs, c'est dans Android depuis la première version. Mais enfin, en même temps, c'est ce qu'on on se l'est déjà dit dans cette émission. Autant prendre les bonnes idées là où elles sont. J'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'il était temps de refaire les notifications d'iOS parce que je sais pas si je vous ai raconté ma mésaventure. Elle était blonde, elle était brune. Moi, je suis un utilisateur. Pourquoi serait-ce une mésaventure, salaud Non, sur iPad, les notifs sont exactement pareils, alors que là, on n'a même pas le problème de la taille d'écran qu'on a sur l'iPhone. Et moi, j'utilise mon iPad pour regarder des films Netflix avec un iPad connecté à la télé. Ouais, le seul problème, c'est que si quelqu'un me met un message sur Twitter à ce moment-là, le film s'arrête. Et là, on se dit, le système est cassé, il est temps de tout reprendre. Voilà, donc il était temps. Et c'est vachement bien. Non. Moi, j'ai vu les démos. Alors, ce qui est intéressant, Alexandre, toi qui l'utilises tous les jours, c'est que maintenant, on dispose enfin d'une hiérarchisation, on l'a dit, et surtout d'un historique des notifications, dans la liste que tu as montrée. Alors, oui, il y a un historique, puisque on peut en afficher 1, 5, 10 en fonction des applications. On peut dire, par exemple, on peut demander à avoir 5 emails, 2 Twitter, etc. Mais pour rebondir sur ce que disait Cédric par rapport à son film, maintenant, il serait beaucoup moins gêné avec les notifications, puisque quand on est dans une application, elles apparaissent uniquement en haut, dans la petite barre, là, et elles disparaissent aussitôt, en fait. Donc, on est juste averti de la chose. Pour un jeu, par exemple, si on veut ouvrir ça ne coupe plus le jeu. Si on tourne un film, évidemment, ça ne vibre pas, ça ne sonne pas, c'est juste affiché en haut. Donc voilà, c'est plus du tout intrusif. Et je pense que maintenant le film ne s'arrêtera pas. Peut-être que la notification apparaîtra quand même en haut de l'écran, mais c'est un moindre mal. Dont tu m'as parlé en préparant cette émission cet après-midi, tu me disais également qu'il y avait de l'arrivée de widgets dans cette feuille d'accueil de notification, Alexandre. Ouais, alors aujourd'hui, il y a 2 widgets qui sont en fait 2 applications d'iOS qui sont la bourse et la météo. Alors elles sont en bas, on va les voir apparaître tranquillement. Voilà. Donc il y a la bourse avec le petit défilant et la météo locale. On peut raisonnablement penser que d'autres applications permettront ce genre de choses. Je sais pas si Apple va l'ouvrir dans le SDK. Je suis pas développeur, donc j'ai pas mis mon nez dedans. Mais on peut penser que si c'est ouvert, des développeurs pourront tirer parti de ça et proposer plutôt que des notifications, des petits widgets comme ça en bas de l'écran. C'est assez sympa parce que ça permet quand on est dans une application, si on veut consulter quelque chose, non pas de changer d'application, mais simplement d'afficher ses notifications d'un petit balayage et d'arriver sur son écran et de le refermer aussi vite. Voilà. Donc pas besoin d'ouvrir l'application météo, pas besoin d'ouvrir l'application bourse. Donc on a en permanence l'information. Là encore une fois, Cédric ou Monsieur X ou Rodrigo, toi qui reviens de Londres, Rodrigo, qui a été picousé par Google, c'est encore une fois des choses qu'on a vues sur Android, non, si je m'abuse. Le reproche qu'on fait à ces systèmes-là, c'est que en gros la navigation, c'est j'entre dans une appli, je fais ce que j'ai à faire dans l'appli, je sors de l'appli, je vais dans une autre appli, etc., etc. Le multitâche là-dessus sur iOS a pas changé énormément de choses. C'est pas si différent que ça pour l'instant, en tout cas dans le monde Android, en tout cas sur les smartphones. C'est très différent sur les tablettes parce que là il y a une vraie gestion de je fais plusieurs choses en même temps. Donc voilà, au moins les widgets permettent d'avoir un accès à l'information directe sans avoir à lancer une application. Exemple bête, ce qu'on disait, la bourse, la météo, tout le reste, tous ces trucs où vous avez juste envie d'avoir une info courte d'un coup d'œil, pas besoin d'aller chercher une app. Revers la médaille concernant la notification, c'est que effectivement ça consulte en permanence, ça interroge en permanence les serveurs. Et Alexandre, revers la médaille, donc c'est que ça peut toucher l'autonomie de son téléphone, non ? Si je ne m'abuse. D'autant que si on n'y prend pas garde, par défaut, je crois que la quasi-totalité des apps qui tolèrent les notifications sont activées. Donc il faut faire un petit tour dans ces réglages et surtout prendre soin de désactiver celles qui ne nous intéressent pas et éventuellement les plus gourmandes, c'est-à-dire les plus récurrentes comme le mail si on n'a pas envie, ou ce genre de choses. Enfin, faut hiérarchiser. Sinon, effectivement, le iOS
en permanence interroger son serveur et la batterie peut se vider très vite. Ouais. Enfin, Et tu en as beaucoup fait plus vite que d'habitude. Ouais, j'en ai fait T'en as fait expérience. l'expérience concrètement? Concrètement, oui, puisque comme je te disais tout à l'heure, moi j'utilisais assez peu les notifications, je trouvais ça assez barbant le système précédent. Moi, j'aime bien. Et là, comme je les utilise plutôt beaucoup, j'ai remarqué qu'effectivement, si je laisse mon téléphone en veille avec les notifs activés, il va se décharger beaucoup plus vite qu'avant. Ouais. Ouais, donc il y a intérêt à le charger tous les soirs. Donc on l'a vu, une manière générale, les notifications, donc possibilité de hiérarchisation, possibilité d'avoir un historique. Par contre, revers de la médaille, effectivement, on risque d'avoir peut-être une autonomie grévée, on va voir, hein, et puis c'est encore une version bêta, donc elle peut encore s'améliorer. Il y a eu plein d'annonces autour d'iOS 5, il y a eu le kiosque hein, pour la presse en ligne, mais pour l'instant il n'est pas actif, donc on ne va pas en parler, puisqu'on ne peut pas vraiment le tester. L'autre fonction qui a l'air vraiment sympa, en anglais ça s'appelle Reminders, en français ça s'appelle Rappel. Alors ça va beaucoup plus loin que la petite alerte d'iCal du Mac ou de l'iPhone pour vous rappeler par exemple un rendez-vous. Ça va beaucoup plus loin que ça, Alexandre. Oui, absolument, parce que les alertes dans iCal, ou les gestionnaires de tâches habituels vont subordonner une alerte à une heure, un horaire, une date. Le Reminders va plus loin que ça, puisqu'il permet de lier une alerte à une position géographique. Alors, ça peut être si on approche d'une position ou si on quitte une position. À ce moment-là, le téléphone peut rappeler quelque chose à faire. Par exemple, tu arrives au bureau le matin, tu sais que tu as un email important à envoyer, tu as peur de l'oublier. Si tu es coincé dans les bouchons, que tu as mis ton alerte à 9h et que tu arrives à 9h30, tu risques vraiment d'avoir oublié une fois au bureau, tandis que là, tu arrives au bureau, le téléphone va automatiquement t'alerter de ton email envoyé. Donc c'est plutôt bien fait. Là aussi, ça a le même revers de la médaille que les notifications, c'est-à-dire que si tu mets beaucoup d'alertes géographiques, le Reminders va laisser la géolocalisation activée en permanence jusqu'à ce que toutes les alertes soient passées, et là c'est pareil, la donc batterie va se vider très vite. GPS éventuellement, triangulation Wi-Fi ou GSM, et là c'est pareil, ça peut faire baisser le niveau de batterie très très vite. Ouais, ça Cédric, Rodrigo, Monsieur X, c'est des fonctions que vous avez vues ailleurs éventuellement, ou c'est exclusif à iOS, à Apple aujourd'hui? Alors, des gestionnaires de tâches, il y en a plein, hein. Ne serait-ce que sur l'App Store. Par géolocalisation? Non, par géolocalisation, moi pas de mémoire sur l'iPhone, mais sur des téléphones de génération précédente qui n'étaient même pas des smartphones. Il y a beaucoup d'essais qui ont été faits, notamment à Paris, avec la technologie Bluetooth il y a quelques années, autour des téléphones Nokia et Sony Ericsson. Par exemple, une entreprise qui fait de la publicité installait un hotspot Wi-Fi gratuit dans un café, qui avait la particularité d'avoir aussi un pont Bluetooth ou une fonction Bluetooth, et si vous laissiez votre téléphone actif sur la partie Bluetooth et qu'en plus vous acceptiez d'être contacté par les services publicitaires, quand vous arriviez dans le café, vous pouviez recevoir de l'information, un coupon de réduction, de la pub, que sais-je. Donc c'est ce qu'on appelle la publicité de proximité, et ça a surtout été testé comme ça. Il y a même des essais qui ont été faits dans des galeries marchandes ou en grande surface, et qui permettent, si le Bluetooth était validé, vraiment de donner de l'information qui est relative à ce qu'on regarde, ou de l'information supplémentaire. Ça n'a pas été concluant, parce que c'était assez lourd à mettre en œuvre, et tout ce qui est information supplémentaire quand je suis en face d'une vitrine ou d'une affiche a été remplacé par un truc un peu plus basique, qui est le fameux QR code. Maintenant, couplé à la géolocalisation, ça va être le début, mais pour moi, en termes de service, c'est peut-être enfin une version qui marche, des essais qui ont été faits sur Bluetooth et avec les QR codes. Le côté noir, c'est que ça peut être extrêmement intrusif, et qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas d'autre utilisation que l'utilisation publicitaire. C'est à mon avis celle-là qui va être majoritaire, ça va juste être un enfer. Il faudra le dévalider si c'est ça qui se passe. Rodrigo, dans le monde obscur de la nouvelle économie, si on l'appelle encore comme ça, il y a pas mal de projets autour de la géolocalisation aujourd'hui, et notamment essayer de monétiser cette géolocalisation. C'est quelque chose qui est totalement dans l'air du temps. Néanmoins, c'est pas un truc qui décolle vraiment dans les usages, je trouve, à partir de son téléphone. Oui, il faut aussi que les téléphones en tirent vraiment parti, et on voit que les constructeurs y vont. À propos de téléphone, donc Cédric, toi qui es un téléphone en plastique, donc il fait ce genre de choses, à savoir comme ça des petits reminders, des petites piqûres de rappel qui vous disent là tu arrives, tu passes devant la boulangerie et pense à acheter du pain.
Non, mais évidemment, ça pourrait se faire en termes applicatifs, parce que c'est la vraie différence, mais de base, et je dirais même de philosophie, qui a de toute façon, au-delà de la course à l'échalote, j'ai cette fonction, t'as cette fonction, et moi je fais ça, et moi je le fais comme ça. La vraie différence de philosophie, c'est l'ouverture. Là, je viens de faire un truc pendant que vous parliez. J'ai pris plein de photos dans le sud de la France avec le Galaxy S2, qui, je dois dire, fait des photos assez remarquables. Oui, bon, ça va. Voilà. Et le seul problème toujours c'est de transférer les photos. Alors j'avais essayé de voyager léger, donc j'avais pris que mon smartphone et l'iPad, et je me suis dit c'est pas possible. je vais bien arriver à envoyer des photos en Bluetooth de là vers l'iPad par exemple pour pouvoir les partager avec d'autres gens. Non, c'est pas possible. Ah, tu vois. Non, je sais pas à quoi sert le Bluetooth sur l'iPad, entre nous soit dit. À part à rajouter une ligne dans les spécifications techniques, ça sert foutrement à rien. Je vous rassure, je connaissais déjà la fin de la blague parce que j'avais déjà essayé avec un iPhone 4 et ça marche pas non plus. Donc c'est juste fumeux. Enfin, je veux dire, je crois que c'est le truc pour lequel j'aurais dû aller tambouriner à la porte quand j'étais à Cupertino en disant mais qu'est-ce qui vous a pris quoi. Et ben là, il y a évidemment 1000 façons de transférer les photos, soit directement en Bluetooth parce que avec le Mac en Bluetooth, soit avec un PC, etc., soit avec un câble. Mais il y a une troisième façon. Il y a une application ici qui s'appelle KISR, K-I-E-S-R. Vous la lancez. Vous vous connectez à votre Wi-Fi et sur un autre ordinateur, n'importe lequel, connecté au Wi-Fi, vous rentrez l'adresse URL qu'on vous donne, qui est une adresse URL locale, et vous avez dans le navigateur l'explorateur complet de tout ce qu'il y a dans le téléphone. Vous pouvez aller chercher les photos, déplacer des sonneries, faire ce que vous voulez, etc. En gros, c'est chez vous, quoi. Et l'énorme différence de philosophie entre iOS et Android, c'est ça, c'est l'ouverture, et ça se voit aussi du côté des applis, c'est-à-dire que je vois maintenant couramment des applications côté Android qui ne serait pas possible côté iOS parce que le système ne laisserait pas ce contrôle-là à l'utilisateur et à l'appli. Alors, ok, ça peut poser des problèmes de sécurité si vous faites n'importe quoi et que vous installez n'importe quoi. C'est pour ça d'ailleurs que Android a la seule option qu'on voudrait venir voir d'Apple sur les applis. Non, mais écoute-moi, depuis le début, on dit ouais, alors, donc t'as le choix, soit tu prends que les trucs dans l'App Store, soit tu jailbreak ton iPhone. Il y a peut-être une meilleure solution. Par exemple, dans les paramètres, la possibilité de cocher une case disant « Je veux avoir le droit d'installer des applications tierces, des applications qui ne sont pas de l'App Store, des applications qui n'ont pas été validées. J'en prends le risque, sécurité, etc. » Là, on peut te mettre 8 pages de reminder sur « Attention, vous allez tous mourir. » Mais ouais, d'accord, mais t'es un grand garçon. Après tout, cet appareil, c'est toi qui l'as acheté avec ton argent. Donc, si t'as envie de le casser ou de le jeter à la Seine, c'est ton problème et pas celui d'Apple. Eh ben non. Eh ben sur Android, ça existe. Par défaut, il vous laissera pas installer des applis qui ne viennent pas de l'Android Market, sauf si vous allez dans les paramètres et que vous cochez la case en connaissance de cause, comme un grand garçon, comme une personne adulte. Voilà. Donc dorénavant, on va l'appeler Cédric et Troll un grand, hein, puisque c'est comme ça. Non, tout ce que je dis est vrai. Prouvez-moi le contraire. Non, c'est bien. L'autre morceau de choix concernant iOS 5, bien sûr, c'est indissociable d'iCloud, le système de nuage, le système de stockage en ligne d'Apple. Alors, il y avait beaucoup de scepticisme autour d'iCloud, notamment de la part de Monsieur X, puisque c'est vrai quand on voit la réactivité parfois de MobileMe, on peut se poser des questions. On l'a encore vu cette semaine. Alors, Alexandre, tu l'as testé, hein, les premiers services sont en ligne, sont arrivés déjà d'iCloud. On peut déjà mettre en ligne certains de ces documents. Ouais, il y a déjà pas mal de trucs qui fonctionnent sur iCloud, même si iCloud n'est pas officiellement ouvert. Sur l'iOS, il y a une première chose qui est le flux de photos, qui est quelque chose d'assez sympa, qui permet, si je prends une photo avec mon iPhone, de l'avoir. On a fait le test tout à l'heure, Olivier, on a vu que ça marchait. Quelques poignées de dizaines de secondes plus tard, cette photo copiée sur les différents appareils iOS 5 de l'utilisateur. Ça a marché, on a fait une photo, elle est arrivée sur l'iPad quelques dizaines de secondes plus tard. Donc ça, c'est un premier truc intéressant puisque ça va permettre... si je suis en vacances par exemple, de automatiquement décharger toutes mes photos sur mon cloud, et quand je rentre chez moi, elles sont immédiatement visibles sur mon Mac, sur mon Apple TV, sur ce que je veux, sans avoir à dérocher l'appareil. Voilà, ça c'est un petit truc, un premier truc plutôt sympa. Il y a encore d'autres choses. Alors, juste un petit point de détail sur cette fonction de synchronisation automatique des photos. Alors je me tournais à Rodrigo, si normalement ils ont dû t'en parler normalement aujourd'hui. Ça s'appelle du côté de chez Google. Ça s'appelle à Google Plus d'Android. Ça te dit quelque chose, Rodrigo ? Écoute, Eric Schmidt nous a parlé pendant 3 quarts d'heure, un discours préparé où il n'a pas dit grand-chose. Deux, trois remarques intelligentes et pertinentes, mais il n'a pas dit grand-chose.
Après, Il n'a pas fait de démo, tu veux dire? non, après il a fait 1 heure de questions-réponses avec la salle. Donc il y avait en gros 80 investisseurs, business angels ou VC dans la salle. Pas une fois, il n'a parlé de Google+. C'est étonnant, hein? Alors que ça a été annoncé cette nuit. Alors moi j'ai eu malheureusement mon invitation vers 6h du matin. Je l'ai reçu par mail, donc je me suis testé dans le train. Alors la 3G est un petit peu bancale dans l'Eurostar. C'est soi-disant l'initiative très low-key de Google pour contrer Facebook, c'est la fusion de toutes leurs initiatives par le passé sociales. La seule référence qu'a pu faire Eric Schmidt au projet, il a dit on va utiliser le social graph, donc le graphe social que vous nous donnez, qui d'après Google a été divisé en différents cercles d'amis, donc il y a la famille, les amis, les connaissances et les autres, pour améliorer nos produits. Donc quand vous regardez YouTube par exemple, ils vont utiliser vos différents cercles pour vous proposer des choses que vos amis, votre famille, vos connaissances, voire les autres ont proposé. D'accord. Mais c'est la seule réponse qu'il y a eu de Google là-dessus, pas de démo plus en avant. Donc j'en saurais pas plus vraiment, à part le tester un petit peu plus tard avec vous et puis ce qu'on lira dans la presse. Je pense que t'as raison, mais bon, tout le monde pouvait le deviner ou l'avait compris. Google essaye de reprendre la main sur Facebook tout simplement parce que, au-delà de la partie fonctionnalité sociale que décrivait Rodrigo, ils ont une trouille bleue d'être attaqués par Facebook sur leur business de base qui est la recherche et la publicité. Facebook, c'est 750 millions de comptes au dernier comptage et la rumeur, c'est pas encore prouvé, voudrait que avant la fin de l'année 2011, il y ait quasiment autant de recherches qui soient faites au sein de Facebook qu'au sein de Google. Alors j'y crois pas trop personnellement parce que les volumes de recherche C'est un peu chaud aux fesses, alors. sur Google restent énormes, mais on peut penser que la tendance va vers cela. Alors pas pour de l'information basique, mais pour chercher de l'information un peu plus précise, des plans pour une soirée, enfin toutes les petites activités sociales qui sont au sein des cercles décrivés Rodrigo, famille, amis, connaissances, sorties. Et donc, si les gens se mettent à faire leurs recherches au sein de Facebook, comme certaines personnes aujourd'hui se mettent à utiliser de plus en plus ces applications Facebook, ils ont peur d'être contournés par Facebook et mis sur le côté. Donc il est grand temps pour Google de réagir. Ce qui est un peu étonnant, c'est que l'annonce est faite, mais derrière, on n'a pas beaucoup de détails. Et les initiatives précédentes, comme Plus 1, se sont pas révélées véritablement concluantes. Mais oui, mais non, mais c'est là où Alors vous faites très l'erreur. Parce que brièvement, Plus 1... Cédric et Rodrigo. Non, on va détailler toutes les fonctions de Google+. Non. Alors tu peux rappeler déjà ce que c'est Google+, parce qu'ils l'ont pas... Voilà. Google+, c'est donc le nouveau réseau social de Google, dont il existe pour l'instant moult vidéos Alors de notamment, démo. il y a des qui est fonctions de disponible. photos, c'est pour ça que j'en parlais en amont. Ah ouais, mais c'est pas les plus intéressantes. Les plus intéressantes, c'est celles qui Désolé. diffèrent de Facebook, parce que c'est là où Google s'est un peu sorti les doigts. Et non, mais ils se sont posés des questions intéressantes sur ce qu'on fait avec un réseau social. Et voilà, et c'est là que moi, ça me fait plaisir de retrouver Google quand ils ont de bonnes idées et pas juste qu'ils copient la même chose que fait le mec d'à côté juste pour le faire, quoi. Ce qui était un peu le cas de Buzz, il faut le dire. Buzz, c'était un truc un peu simplet. Wave, c'était super intéressant, mais c'était pas un produit fini. Et enfin, c'était pas un produit standalone. Et là, moi, il y a deux trucs que j'aime bien. D'abord, une gestion de ces groupes d'amis qui est pas juste une fonction rapportée comme ça a pu l'être sur Facebook et sur Twitter. C'est-à-dire que là, on crée ces listes d'amis, on les gère dans plusieurs cercles, et quand on poste quelque chose, on le poste spécifiquement pour les différents. C'est-à-dire que voilà, t'as le pro, les amis, la famille. Là, je simplifie à mort parce qu'après, il y a des choses qui s'interpénètrent entre tes amis, tes collègues, etc. Et ça, c'est bien foutu. Et l'autre truc que j'adore, c'est le huddle. Le huddle, c'est un truc simple, c'est tu es sur ton réseau social, enfin sur ta page, et tu publies juste un truc, là encore à destination d'un ou plusieurs cercles de tes amis, de tes contacts, et tu leur dis venez papoter, je suis en ligne, et ça t'ouvre une fenêtre de chat vidéo avec autant de participants que voilà. Donc on va aller tester ça, mais alors on va se jeter là-dessus comme les morpions sur le bac Clerget pour voir si ça marche mieux que Skype et mieux qu'iChat. Et voilà, viens qui veut. C'est vraiment comme si tu disais tiens, je vais au café. Si vous êtes dans le quartier, venez prendre un verre. Et voilà, il y a plein de choses comme ça, des chats en groupe organisés ad hoc autour d'un événement, etc. Voilà, il y a plein de vraies bonnes idées, et en plus ça fait pas tout ce que fait Facebook, parce que c'est là où c'est intéressant. Ça arrive, et j'en ai fini, à un moment intéressant, parce que c'est le moment où on est tous en train de regarder nos friend lists sur Facebook et de dire, pour la moitié des gens qui sont dedans, mais
qui sont ces gens qui sont ces gens que j'ai rajouté un jour, pas par faiblesse, mais parce que on me l'a demandé et que je savais pas exactement qui c'était. Je me suis dit tiens, je verrai bien. Donc moi, la moitié des gens que j'ai comme amis postent jamais rien. Donc quand je tombe sur un nom, je dis ah oui, gratte. Quand ils postent un truc une fois de temps en temps, je dis tiens, mais qui êtes-vous, monsieur? Et en plus, l'empilement des fonctions de Facebook fait que c'est lourd, quoi. Et la beauté de ce qu'a fait Google, c'est que pour l'instant ils ont fait un truc simple. L'appli mobile a l'air royal, mais, et il y a un mais, et j'en ai fini, ça ne marche que sur invitation. Et alors, je suis pas la Castafiore, mais je suis un peu vexé, j'ai pas eu d'invite. Mais ça va s'arranger, je n'en doute pas. Tu vois, moi j'étais dans les 1000 premiers comptes Gmail, monsieur, à l'époque. Et j'avais eu toutes les invites pour Buzz et pour Wave, et personne. Non, mais ils ont vu ton profil, vu ton profil social justement avant d'envoyer les invitations, et ils ont jugé que c'était pas utile, sans doute. Autre avancée attendue avec iOS 5 et iCloud, c'est la synchronisation des applications. Alexandre, alors de ce côté-là, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a déjà tu as pu déjà tester? Est-ce que c'est déjà fonctionnel aujourd'hui dans la bêta que tu as utilisée? Ouais, comme je te disais tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui fonctionnent et qui sont liées à iCloud. Autour des applications, il y a une petite fonction qui est assez sympa, et en fait, je m'étais pas rendu compte qu'elle était active au départ. Je m'en suis rendu compte quand ma femme sur son iPhone a téléchargé une application, et quand je l'ai retrouvée automatiquement sur l'écran de mon iPhone. Donc en fait, avec iOS 5, toutes les applications qui sont liées au compte utilisateur et qui sont téléchargés sur n'importe quelle machine que l'on possède, peut se retrouver si on active la fonction automatiquement sur ces devices, donc sur son iPad, sur son iPhone, sur son iPod Touch, etc. Donc, et sur le Mac également, non? Sur le Mac, non, puisque ce sont des applications iOS, Olivier. Je peux pas bon, j'ai dit une bêtise, c'est pas grave. Ah si, elles peuvent éventuellement peut-être se retrouver dans iTunes, mais ça, j'ai pas vérifié. Autre chose qui fonctionne aussi avec le cloud, c'est la sauvegarde de son terminal. Ouais. Qui est une fonction qui est également demandée à être activée. Alors, quand on dit sauvegarde, Alexandre, juste un petit mot, c'est qu'auparavant, donc la seule manière de sauvegarder son iPhone, c'était de lancer iTunes et de le backuper et entre guillemets le sauvegarder directement dans iTunes. C'est bien ça? Absolument, et donc ça nécessitait un acte volontaire de brancher son téléphone et de lancer la sauvegarde. Là, avec le système de cloud, on peut toujours sauvegarder le contenu de son téléphone, sa configuration sur iTunes, mais iCloud peut se charger automatiquement si le téléphone est connecté, est en veille et sur un réseau Wi-Fi, de sauvegarder la configuration du téléphone sur le cloud, et ça se fait de manière transparente. Donc en gros, on arrive chez soi, on le pose sur son socle, on le branche ou peu importe, et il va une fois par jour par défaut se sauvegarder automatiquement. Donc ça sauvegarde quoi? Ça sauvegarde les paramètres des applications, ça sauvegarde les contacts, ça sauvegarde toutes les choses qui font l'identité du téléphone, ce qui fait que comme aujourd'hui iOS 5, et on va certainement parler, ne nécessite plus une connexion iTunes pour être activé. Si je perds mon téléphone, j'en rachète un autre, je sors de la boutique, je rentre mon identifiant et je vais retrouver quelques minutes plus tard mon téléphone paramétré comme j'avais l'habitude de le faire. Tout sera déchargé automatiquement en partant du cloud. Et en cas de plantage de l'iPhone, on fait comment? Donc s'il est bloqué alors ça, je sais pas encore, mais j'imagine qu'il va y avoir une simple procédure de reboot, de reset qui va activer qui va remettre le téléphone en mode de configuration par défaut, et qui va permettre de retrouver, de rappeler ses paramètres comme on peut le faire. Voilà. Et là aujourd'hui, par rapport aux inquiétudes de Monsieur X et notamment de la localisation des serveurs de MobileMe qui faisait que l'Apple ne privilégiait pas beaucoup l'Europe, alors aujourd'hui c'est en version bêta, il n'y a pas énormément d'utilisateurs qui sont connectés, hein, mais est-ce que ça fonctionne? C'est assez fluide, c'est rapide? Écoute, alors oui, on l'a vu pour le flux de photos, c'est relativement rapide. Comme tu dis, c'est difficile de dire si ça va tenir la charge. On peut le penser quand même, mais bon, c'est difficile de l'affirmer pour plusieurs raisons. C'est une bêta, effectivement, les serveurs sont aux États-Unis. Pour le moment, moi, c'est pas là-dessus que j'ai rencontré des problèmes de rapidité. Hein. Ça tient plus au fait que c'est une bêta qui est dans le téléphone et qu'elle est encore lente pour bien d'autres choses.
chose. Mais au niveau vitesse de transmission vers le serveur, c'est assez rapide. Cédric, du côté du petit bonhomme vert là, bien sympathique, il y a pas forcément l'équivalent là de sauvegarde de son téléphone. Je pose la question. C'est quand même une fonction intéressante, ça, de te dire. C'est une fonction très intéressante. Et alors là, je viens de laisser d'éteindre le téléphone parce qu'il il rayonne un peu. Tu peux pas Il y le a mettre une en mode avion fonction de sauvegarde. Il y a pas ça chez Google Oui, c'est vrai, j'aurais pu le mettre en mode avion. T'as raison, Bah ouais. je suis couillon. Il y a une fonction de sauvegarde, mais je sais pas si elle est issue dans ce cas précis, dans le cas du Galaxy S2, d'Android standard, ou si c'est Samsung qui l'a rajouté. Je crois que c'est rattaché à un compte Samsung, mais c'est non, pas mais là, ce qu'on décrit là, tout ce que va faire iCloud, etc., je pense que ça, c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que parmi les quelques annonces autour de Google+, il y a un truc qui est pas inintéressant, qui est de dire, si vous avez un appareil Android, toutes les photos que vous prendrez seront envoyées en ligne, enfin, évidemment, si vous l'avez coché une fois, seront envoyées en ligne, mais dans un espace privé. Après, où que vous soyez, vous pourrez retrouver sur vos réseaux sociaux ces photos que vous pourrez ou pas publier à l'intention de vos amis. Mais ça veut dire aussi que c'est une sauvegarde en ligne automatique de tes photos, ce qui est quand même le truc qu'il fallait faire depuis à peu près le début, quoique j'ai pas installé Picasa, donc je sais pas s'il le fait pas en standard. Mais oui, on a déjà la réplication automatique de ses mails, de ses contacts, de son agenda et tout le reste, et de ses mots de passe et de ses bookmarks, et etc., etc. Les seules choses qui manquent, c'est quoi? La musique, les photos et les vidéos. Alexandre, tu disais qu'il est possible donc de sauvegarder avec iCloud les données de son iPhone, les contacts, les rendez-vous, les choses comme ça. Mais ça, c'était déjà une fonction qui existe dans MobileMe, mais elle est toujours là, cette fonction-là. Il ne faut pas attendre que la sauvegarde soit réalisée pour que ces contacts qu'on a ajoutés dans son iPhone se retrouvent dans son Mac ou son iPad. Il ne faut pas attendre la sauvegarde. Aujourd'hui, on est dans une situation un petit peu hybride ou bâtarde, comme tu veux, puisqu'on a MobileMe qui continue d'exister et on a iCloud qui continue d'exister. Donc on peut se retrouver sur son iPhone avec à la fois un compte MobileMe actif et un compte iCloud actif. D'ailleurs, je demande instamment aux gens de Cupertino qui nous écoutent et qui nous regardent de permettre aux abonnés iCloud de fusionner avec un ancien compte MobileMe qui ne sont pas forcément les mêmes identifiants. Ça simplifierait la vie de beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc oui, on peut espérer que les fonctions de MobileMe qu'on utilise déjà, qui sont la synchronisation de contacts, de calendrier, etc., et qui sont Exchange, tout simplement, soit dans iCloud fonctionnent de la même manière et de façon à la fois identique et séparée, c'est-à-dire que ça fonctionne en mode sauvegarde et également en mode duplication. Ouais. Donc ça, aujourd'hui, je peux pas te répondre de façon certaine là-dessus. L'une des fonctions stars qu'on attendait depuis des années pour les utilisateurs d'iPhone, c'est la synchronisation sans fil. Plus besoin de brancher son iPhone avec un câble USB sur le Mac pour le PC pour pouvoir récupérer ses morceaux de musique, ses vidéos ou autres. Là, ça y est, ça fonctionne. Tu as testé, Alexandre, et surtout, est-ce que c'est rapide? Pour l'instant, ça fonctionne pas. Ah. Voilà. Donc pour l'instant, si tu veux, ça fonctionne sur le cloud, ça fonctionne pas avec iTunes. C'est-à-dire qu'il y a deux modes. Hein. Alors quelque part, c'est l'essentiel. Hein. Ouais. Mais c'est-à-dire que tu peux héberger sur les serveurs d'Apple et synchroniser ton iPhone directement avec les données qui sont dans le nuage d'Apple. C'est bien ça. Mais tu pourrais aussi décider, si tu as une bande passante et que tu as tout en local sur ton Mac ou ton PC, de synchroniser directement avec le PC sans filer en Wi-Fi à la maison. Si tu veux, aujourd'hui dans les paramètres de l'iPhone, il y a un petit bouton avec marqué synchronisation iTunes. Si je clique dessus, il va me proposer de synchroniser quand l'ordinateur machin est disponible. Mais mon ordinateur a beau être disponible, je peux pas faire la synchronisation. Donc, alors, quelle en est la raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème de bande passante? Est-ce que c'est simplement que la fonction n'est pas encore activée dans cette bêta? Mais pour l'instant, je peux pas te dire si ça fonctionne. En revanche, si l'iPhone est branché à iTunes, je peux déclencher la synchronisation à partir de l'iPhone. Dernière chose à propos des synchros, c'est que enfin, elle ne bloque plus l'usage du téléphone. C'est-à-dire qu'on peut synchroniser et continuer à l'utiliser, à téléphoner, etc. Du niveau du côté des messages, avec iOS 5, avec App qui permet, à l'instar du BlackBerry, de faire donc du dialoguer sans utiliser des SMS ou son forfait data de son téléphone. Si, on utilise le forfait data, mais on n'utilise pas les SMS. Alors, ce qui est pas
pas mal, d'après ce que tu m'as montré, Alexandre, avant le début de cette émission, c'est qu'en fait, automatiquement, l'iPhone détecte que s'il doit envoyer un SMS ou envoyer un message gratuitement. Ouais, de ce que j'ai pu tester, c'est que si effectivement, alors il n'y a pas d'application iMessage, hein, en fait, tout se passe dans la même application qu'avant, c'est-à-dire donc Message, anciennement encore SMS, simplement en saisissant le numéro de téléphone ou les coordonnées du correspondant, iOS va détecter s'il s'agit d'un terminal iOS 5 ou d'un téléphone lambda et va donc envoyer le message automatiquement soit sous forme de message instantané, soit sous forme de SMS en fonction de ça, voilà. Donc c'est transparent et surtout ça a un petit intérêt, c'est que ça permet enfin d'envoyer des textos sur un iPad. On aurait pu parler également de la fonction appareil photo, on en a déjà parlé dans cette émission, mais notamment avec la fonction pour déclencher avec les touches de volume, mais c'est vrai que maintenant il y a une possibilité de retouche, notamment Alexandre, de recadrage et même une amélioration du HDR également. Oui, il y a des petites nouvelles fonctions dans l'appli photo. En gros, c'est un mini iPhoto, hein, c'est-à-dire que quand vous avez une photo qui apparaît, vous pouvez appuyer sur modifier et vous avez en bas 4 outils de base qui sont une rotation, une amélioration automatique, un anti-yeux rouge et une fonction de recadrage qui peut être soit libre soit contrainte et qui permet également de rectifier l'orientation de la photo. Donc c'est des petites améliorations que beaucoup d'applications faisaient déjà, faut pas se leurrer, mais qui permettent d'avoir un petit peu plus de souplesse dans l'application photo. Et le meilleur pour la fin, donc c'est l'avancée en matière de diffusion sans fil, la fameuse fonction AirPlay. On a vu effectivement qu'il est désormais possible d'avoir un mode miroir, Alexandre, pour envoyer la vidéo sur l'écran de la télé, c'est-à-dire la vidéo de son iPad, c'est-à-dire quand vous naviguez dans les photos, quand vous naviguez dans vos applications, et puis on peut imaginer, Cédric, également des applications possibles, on l'a déjà dit, dans le secteur de la vidéo. Évidemment, mais là il y a une question après de débit, mais enfin en même temps si ça le fait pour la vidéo, ça doit le faire proprement. Il y a une question de résolution et de débit, mais voilà, on se rapproche de normes comme le WiDi, ça devrait le faire. Le problème c'est que pour l'instant il n'est pas possible d'envoyer directement cette vidéo directement à son téléviseur. On en parlera en fin d'émission justement. Alors on a demandé avant le début de cette émission à ceux qui nous suivent sur Twitter de nous poser quelques questions. On en a sélectionné 3 ou 4 parce il y a eu beaucoup de demandes, à la fois sur le Twitter d'iCreate et sur mon Twitter perso. Alors première question qui a été posée cette fois-ci sur le Twitter d'iCreate France, elle est de Lachaf Toasbo. Il faut traduire, Lachaf-Toasbo, voilà, il nous suit sur iCreate. Le jailbreak serait-il toujours intéressant? Cette version 5 d'iOS risque-t-elle d'en reconvaincre certains? Non, qu'en pensez-vous? En clair, je suppose la question, c'est est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il va y avoir du jailbreak sur iOS 5 et surtout que cette semaine, il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi Apple essayait de bloquer tout ça, messieurs, de bloquer le jailbreak dans la version 5 d'iOS. Apple a toujours essayé de bloquer le jailbreak et c'est toujours la même course entre le gendarme et le voleur. Voilà. C'est trop tôt pour dire si iOS 5 sera jailbreaké. Peut-être qu'il le sera. Après, il est vrai que iOS 5 s'est pas mal inspiré de beaucoup d'applications qui étaient disponibles sur le jailbreak, ne serait-ce que les notifications dont on a parlé au début. Il y a une autre petite chose amusante, c'est une rumeur, je l'ai lu qu'au conditionnel, mais peut-être que j'ai loupé quelque chose, c'est que le jailbreaker en chef d'iOS, à savoir le fameux GeoHot, était employé chez Facebook. Donc peut-être que si c'est le cas, il aura moins de temps pour s'amuser à jailbreaker iOS. Mais c'est vrai que, pour dire ce que tu disais, c'est vrai qu'on se demande vraiment si Apple a vraiment une volonté de stopper le jailbreak, parce que c'est une formidable source d'inspiration. Alors, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, iOS... Si tu veux, Olivier, Apple a depuis très longtemps, depuis toujours même, pioché de l'inspiration chez les développeurs tiers, et ça s'est vu dans macOS au fil des générations. Il y a des petits utilitaires qui sortaient pour telle version qui était implémentée dans macOS dans la version suivante, ne serait-ce que le Coverflow, pour en citer une que tout le monde connaît. Donc c'est voilà,
comme disait Cédric en début d'émission, les bonnes idées, elles sont bonnes à prendre. Voilà, et la copie, quelque part, c'est une forme de reconnaissance. Quand on est une boîte ou une start-up ou un grand compte, et qu'on va passer 3 ou 4 mois à développer une appli iOS et qu'on ne sait pas si elle va être acceptée ou pas par Apple, cela pose un problème pour l'écosystème des développeurs. Cela pose également un problème si on passe sur le deuxième système de plateforme qui est Cydia. On ne sait pas, encore une fois, si ça va être mis ou pas sur Cydia. Alors que quand on publie une web app en HTML5, tout ce qu'on a à faire, c'est développer l'appli et la mettre avec une URL. Donc à la question, est-ce qu'il faut jailbreaker ? Je sais pas, mais aujourd'hui, Apple décide, ou Cydia décide de oui ou non accepter sur son système. Il faut plutôt se poser la question, est-ce qu'il faut développer son app en HTML5 ? Question toujours au sujet d'iOS 5, bien sûr, de JB Bournisien. Je ne sais pas si je prononce bien. iOS 5 sur un iPhone 3GS, c'est comment ? Parce que les dernières mises à jour, c'est vrai, notamment iOS 4 sur un iPhone 3G, c'était une vraie catastrophe. Ouais, moi j'utilise iOS 5 Beta 2 sur iPhone 4 et iPhone 3GS pour des questions de travail, et on n'a pas vu de différence, hein. Que ce soit de rapidité. Alors je dis bien, on n'a pas fait de test qui mesure la rapidité en tant que telle, mais à l'utilisation normale, on n'a pas vu de différence. On a vu des fonctions qu'on avait sur iOS 4 qui ont disparu dans iOS 5, mais qui à mon avis vont revenir. Je donne un tout petit exemple. Une fonction que j'utilise beaucoup, moi, c'est quand quelqu'un m'appelle si je suis pas disponible, je double-clique sur le bouton d'allumage de l'iPhone pendant que l'appel arrive, et ça fait apparaître un menu qui vous permet d'envoyer un SMS automatique à votre correspondant en disant « Je vous rappelle dans 5 minutes, je suis occupé, laissez-moi un message ». Vous avez 5 options comme ça. Cette fonction qui permet de gérer un appel entrant en double-cliquant sur le bouton d'allumage de l'iPhone, on ne le retrouve pas sur iOS 5, on n'a pas réussi à le faire fonctionner. Mais entre un 3GS et un 4, à ce stade-là, pas de différence. Maintenant, il faut savoir qu'iOS 5 Beta 2 n'est pas optimisé. Quand il sera optimisé, à mon avis, il le sera peut-être avant et surtout sur iPhone 4, et c'est là qu'on verra la différence avec le 3GS. Dernière question, cette fois-ci sur le Twitter d'iCreate France, une question de Jix91. Question est, il sort quand LOL, messieurs? Il y a deux dates de sortie. Il y a celle en mise à jour pour les appareils existants et celle dans de nouveaux appareils à sortir. Voilà, c'est tout. Et ce sera probablement pas la même. Le 7 septembre. Non, le 7 c'est un mercredi, moi je vise le 6. 7 septembre. Et vu qu'Apple est en train de prendre l'habitude de faire exactement ce que je lui dis, ça m'arrangerait pas mal. Voilà. D'accord, tu as le téléphone. Ah mais alors attends. Revenons à l'émission de la semaine dernière, vers 36 minutes 56. Qui est-ce qui connaît par cœur? Ah bah ouais, parce que alors, il se trouve que non mais je l'ai regardé qu'aujourd'hui et j'avais complètement oublié que j'avais dit, vous allez voir, ils vont nous sortir 2 iPhones en ce moment, enfin en même temps. Non. Et qu'est-ce qui est sorti cette semaine partout dans la presse? Ah, 2 iPhones, un iPhone 5 et puis un iPhone 4S ou tout ça moins cher. Et bah voilà, encore une fois, c'est dans On refait le Mac que vous l'aurez entendu en premier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas la peine d'aller perdre votre temps sur Mac Rumors et MacNN et tout ça. Et c'est ici que ça se passe, c'est tout. Tu parlais des rumeurs, Cédric, et puis il y a eu pas mal de rumeurs cette semaine aussi, pour conclure sur la télé d'Apple, hein, encore une fois, notamment... c'est mon fonds de commerce, bonjour, je lève le rideau de fer, alors une télé carrément, Apple, monsieur, mais bien sûr. Il y a un hebdomadaire économique bien connu français qui s'appelle Challenge, qui a publié un confidentiel où il ne parlait même pas en conditionnel, où il affirme ouais, c'était un petit qu'Apple peu, est en négociation avec... non, même pas, a signé avec Samsung. Non, aurait démarré la production... aurait démarré la production secrète. Ce n'est pas du conditionnel dans la bouche de Challenge. A démarré. Voilà. A démarré avec Samsung la production de dalle. Exactement. Pour prendre une télé. J'ai pas eu le réflexe parce que les gens du high-tech chez Challenge, c'est des amis. Et j'aurais dû les appeler pour savoir si c'est juste, ils ont écrit les brèves de la semaine en écoutant On refait le Mac ou s'ils avaient des infos un peu plus substantielles. Mais voilà, moi je vous dis, toutes les étoiles sont en train de s'aligner. Je sais ce que enfin non. Voilà. J'ai retrouvé le papier, c'est Apple s'apprêterait à lancer discrètement la fabrication de téléviseurs connectés sur les chaînes de production de Samsung. Le téléviseur sera vendu sous la marque Apple en 2012 et sera relié par Wi-Fi. Ça paraît un peu délirant ça. À tous les terminaux de la maison, iPad, iPhone, iMac, ça ressemble beaucoup à AirPlay. On va voir. Réponse dans un prochain On refait le Mac. Messieurs, on passe à vos coups de cœur. On refait le Mac.
Alors messieurs, vos coups de cœur, on commence par Alexandre Lenoir. Moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est une icône de chez Option. C'est une petite clé 3G, elle porte le nom de Icône 461. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier en dehors du fait qu'elle fonctionne très bien et que la petite appli Mac qui va avec est une merveille? Elle dispose d'une puce GPS intégrée. Alors ça par contre pour l'instant il n'y a pas de logiciel sur Mac qui réussit à l'exploiter, j'en ai essayé plusieurs. Et elle permet également de rentrer dedans une petite carte micro SD, ce qui permet en fait d'en faire une clé USB et un support de stockage en plus d'être une clé 3G. Voilà. Ça coûte 179 € et donc c'est chez Option. L'avantage donc c'est qu'on peut se balader un peu partout là, bientôt à l'heure des vacances, notamment à l'étranger, et y glisser une carte prépayée pour surfer en 3G quand vous êtes à l'étranger sans coût de roaming notamment. Absolument. Alors il y a un petit bémol quand même, c'est que le support SIM n'est pas un support micro SIM et qu'il est assez mal foutu parce que si vous mettez un adaptateur micro SIM dedans, que vous le rangez sans la SIM, par exemple le micro SIM de votre iPad, et bien comme il est monté à l'envers, vous risquez en retirant l'adaptateur d'arracher les petites pattes qui font contact avec la puce. Donc ça c'est à revoir chez Option et je vais me faire un plaisir de leur dire. Ouais, en clair, toi tu mets ta carte d'iPad quand tu as besoin de surfer avec le Mac, ce qui est bien vu, ce qui t'évite de prendre un forfait dédié. Et ça marche très bien. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir. Alors, deux coups de cœur. D'abord l'iPhone 4 blanc que j'ai vu pour la première fois aujourd'hui. Tout arrive. Il est sorti en février. Hein, non mais je sais, je m'étais même pas déplacé pour aller le voir. Un petit peu blasé sans doute. Je l'ai vu en vrai. J'ai trouvé l'objet très girly comme on dit, donc assez féminin, mais très très beau. J'aurais racheté un iPhone. De toute beauté. Je me poserais la question. Donc si vous ne l'avez pas vu, ne restez pas sur une mauvaise première impression comme moi. Et puis après, alors j'espère que j'enfonce pas une porte ouverte ou qu'on n'en a pas déjà parlé. C'est pour ceux qui n'ont pas iOS 5 et qui veulent en avoir un avant-goût. Ils peuvent en avoir un premier avant-goût avec leur iPhone iOS 4 s'ils sont abonnés à MobileMe. On a commencé à voir apparaître dans l'application App Store de iOS, dans la fonction qui s'appelle mise à jour, une nouvelle fonction qui s'appelle achat si vous êtes abonné à MobileMe. Au lieu d'avoir uniquement la liste des mises à jour pour vos applications, vous avez un nouveau bouton qui est apparu qui s'appelle achat et qui vous donne l'historique de vos achats depuis votre premier iPhone. Avec, dans cette liste des achats, on vous signale si l'application est toujours installée et disponible sur votre iPhone ou si vous l'avez désinstallée. Et à ce moment-là, vous avez une nouvelle petite icône qui est l'icône de MobileMe qui vous permet de réinstaller cette appli à la volée à tout moment. Donc c'est cette fonction qui nous est promise dans iOS 5 maintenant, qui est qu'Apple garde dans le cloud un historique de tous vos achats, et même si vous avez désinstallé vos applications, vos musiques, ou que sais-je encore, à tout moment vous avez la liste, vous pouvez les réinstaller. Voilà, donc c'est un petit goût d'iOS 5 avant l'heure, si vous êtes abonné à MobileMe. Moi, ce qui m'a fait très très rire, c'est que j'ai revu l'intégralité de toutes les applications que j'avais achetées un jour, et je me suis aperçu que j'avais acheté plein de trucs inutiles et que j'en avais désinstallé les trois quarts. C'était un petit moment sympa. Merci Monsieur X. Rodrigo, ton coup de cœur ce soir. Le premier coup de cœur, c'est pour Kinder Bueno. Ça fonctionne, ça marche. Joe Wilfried Tsonga a foutu la pâtée à Federer. Et c'est totalement inespéré, donc ça veut dire que les tout petites startups, un jour, elles peuvent y aller contre les gros. Donc ça donne de l'espoir. Mon deuxième coup de cœur, c'est à la folie Internet qui est en train de se développer aujourd'hui. Je trouve que c'est formidable. Il y a des mecs qui lancent une petite appli avec un petit capteur et qui lèvent $100 millions à une valorisation d'1 milliard. Ça s'appelle Square. Donc juste avec votre téléphone, votre iPhone, vous pouvez prendre les paiements de quelqu'un d'autre, sa carte bancaire sur votre téléphone. C'est génial. 1 milliard sur rien. Précision, ça ne marche pas chez nous et ça ne marchera jamais. Oui, mais il y a un concurrent suédois qui fait quasiment la même chose en liant votre carte à puce. Mais le point que je voulais souligner, c'est que c'est quand même génial. Avec l'iPhone, ce truc-là, vous pouvez créer des boîtes, ça vaut 1 milliard, vous levez 100 millions, allez-y, faites la bulle, c'est formidable. Et mon troisième coup de cœur, c'est une autre levée de fonds aujourd'hui pour Rockmelt. Ouais. Rockmelt, c'est un autre browser social à la Flock
qui a levé 30 millions de dollars aujourd'hui. Alors pas avec les plus petits, avec Kleiner Perkins. Et j'adore la citation de l'article dans GigaOM qui dit Rockbelt ne fait pas de chiffre d'affaires, de toute façon on s'en quoi ça sert fout, de gagner de la l'argent société n'a pas encore prévu de faire du chiffre d'affaires, c'est pas important. On est complètement focusé sur construire un chouette produit. Ouais, c'est vrai, c'est plus simple. Ouais. Comment dire je fais mon visage d'icône internet, mon smiley ironique. J'adore. Cédric, ton coup de cœur. Bon, bah, vu qu'apparemment, faut parler de tout sauf du sujet ce soir, moi, j'en ai plusieurs. Non. Moi, je vais revenir sur le sujet. Moi, j'ai un coup de cœur parce que ça sort dans quelques jours. La touchpad d'HP sous WebOS. C'est comme un iPad, mais c'est sous WebOS, qui est quand même un OS vraiment merveilleux. Ça sort, c'est présenté demain à la presse, et ça sort tout début juillet chez nous, au même prix que l'iPad. Donc vraiment, les repères sont simples. C'est la même taille, c'est le même prix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le système est vraiment super. L'exploitation, c'est pas mal, notamment les fonctions. Exactement, et ça tombe bien parce qu'on a appris aujourd'hui que qu'il pourrait se passer des choses avec le système WebOS. Non, mais Léo Apotheker, le patron d'HP, a dit oui, on parle à d'autres constructeurs qui pourraient adopter WebOS. Il pourrait par exemple y avoir huge amazing great des smartphones Samsung sous WebOS. T'imagines ça sous WebOS? Les téléphones en plastique, c'est ça. Très bien. Alors, tu sais ce qu'il dit, le téléphone en plastique. J'ai touché un point sensible. Non, c'est pas un point sensible, mais sa légèreté est presque un défaut, parce que moi, plusieurs fois dans la semaine, je suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, oh putain, il est où mon téléphone? Il est dans ma poche. Non, il est dans ma poche, en fait, voilà. Et dernière chose, coup de cœur pour un truc dont on va se servir, à mon avis, tous bientôt, en attendant que FaceTime, tout ça. Skype arrive comme une appli native sur iPad, en utilisant les caméras pour faire de la vidéo, et puis en plus, avec le processeur double cœur, ça dépote et tout, ça devrait faire de jolies images. Donc voilà, bientôt on pourra refaire le Mac directement avec un iPad dans son lit, ce sera quand même sympa. Bien, coup de cœur, c'est le mien. C'est une commande spéciale pour Cédric qui s'est volé ses casques de scooter. Regardez. Oh la vache. C'est le dernier kit à la mode qu'on met sur son casque de moto ou de scooter pour pouvoir téléphoner, écouter la musique de son iPhone, écouter les conseils du GPS de l'iPhone. Ça s'appelle Skyrider, c'est Cardo qui fait ça. Alors vraiment, c'est le système NEC plus Ultra. Il y a deux kits, parce que pour deux personnes. Et puis donc ça marche très bien en Bluetooth, évidemment. Ça se fixe au casque. Et l'originalité par rapport aux autres systèmes, c'est qu'il y a une fonction intercom avec une petite antenne. Et par exemple, si vous avez des copains qui ont le même système, vous pouvez converser avec eux dans un rayon de 1,6 km. On n'arrête pas le progrès, ils ont réinventé le talkie-walkie. Par contre, c'est assez cher, ça va autour des 400 €. Mais c'est vrai que pour les motards, que ce soit Cédric ou moi-même, c'est une solution vraiment pas mal. Les motards, non mais Olivier, on va arrêter de se la raconter. Scooteristes, allez, par rapport. Voilà, c'est ça, parce que on roule pas en Ducati ou en Harley. Ma solution préférée, c'était celle de Parrot. Malheureusement, elle n'est plus, du moins à ce jour, commercialisée. Merci. Mais là tu es en train de me demander de faire une infidélité à Parrot, et ça me va pas du tout pour plein de raisons. Merci messieurs d'avoir participé à ce 68e numéro d'On refait le Mac. On retrouve Cédric dès samedi dans plein écran. Rodrigo, on le retrouve très vite dans On refait le Mac. Alexandre dans le dernier numéro d'On refait le Mac, dont on voit la magnifique d'Icriette, dont on voit la magnifique couverture. Mais tu peux la montrer beaucoup mieux que ça. Voilà, un numéro d'été très riche. Vous verrez, il y a plein de choses intéressantes. Il y en a à boire et à manger, comme on dit. Et Monsieur X, on le retrouve très vite dès la semaine prochaine dans On refait le Mac. Je me demande même si la semaine prochaine ça va pas être l'année 1 de la saison. On va voir en fonction de l'actualité d'Apple. Et puis on a besoin un petit peu de se reposer, histoire de parler un peu moins vite. Et ça s'entend. Voilà, merci messieurs, à la semaine prochaine. Au revoir.